arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Sadaq Salam. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour. Bonjour et merci infiniment de nous accompagner à travers cette émission sur plusieurs interventions. J'aimerais bien que vous le sachiez, sont très suivis sur un niveau très élevé partout dans le monde. Et je reçois énormément de commentaires et des commentaires qui disent bravo à vous par rapport à ces vérités qui étaient jusqu'à un passé récent des vérités très bien cachées. Voilà, c'est un témoignage, je le dis en live et j'aimerais bien que vous le sachiez. Vous êtes un historien confirmé et votre savoir de l'histoire a donné matière à réfléchir sur ce dossier d'une autre manière autre que celle qui a été auparavant. Monsieur Sadaq Salam, la semaine dernière, on a parlé du bilan sécuritaire. Malheureusement, il y avait un petit problème de son avec le réseau. Donc, il y avait une partie qui n'était pas écoutée à la fin. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter par rapport à ce dossier, ce bilan sécuritaire que vous avez développé au départ sur le plan français, bien entendu, et surtout Parti socialiste sur le plan politique, mais aussi vous avez développé côté algérien, mais aussi côté marocain, et notamment quelques acteurs qui avaient leur mot à dire et souvent sont arrivés à un niveau d'avoir le titre de mercenaire au sens propre des termes parce qu'ils travaillent avec un grand nombre de pays sous forme d'agenda. Bon, si l'on s'en tient au sens vraiment littéral de bilan sécuritaire, oui, il faut admettre que le bilan n'est pas positif sur le plan purement sécuritaire, puisqu'on a eu des centaines de morts au cœur de Paris. D'accord. Donc l'option sécuritaire a eu des failles, comme elle a commencé à en avoir en 1995, quand on a eu un jeune nommé Khaled Kalkal. Oui, de Ronvelin. De Ronvelin, donc il y avait déjà quelques années même d'activité, puis d'activité un peu mystérieuse là quand il a été en Algérie. Et on avait des islamopolitistes comme Keppel qui raflaient tous les budgets, mais qui n'ont pas été foutus de découvrir des jeunes comme ça. Alors que la France, c'est pas le continent africain. Et il a fallu un chercheur allemand totalement anonyme pour nous renseigner sur la mentalité de Khaled Kalkal. Il a publié dans Le Monde le verbatim de l'entretien qu'il a eu avec lui avant Ronvelin. Donc ça a été l'échec des islamopolitistes sécuritaires, malgré les grands budgets qu'ils avaient été. Ça aurait dû donner à réfléchir aux partisans du tout sécuritaire. Maintenant, c'est les retombées sur la pauvre religion musulmane de l'option sécuritaire. À partir du moment où on privilégie le renseignement, voire le mouchardage, parfois rémunéré, bien rémunéré, donc ça se répercute sur la marginalisation des critères islamiques traditionnels comme l'ilm ou le taqwa. On ne choisit pas les responsables selon leur savoir, et encore moins selon leur piété, mais on fait leur promotion en fonction des services rendus en matière de renseignement. Donc ça revient à commencer à un avilissement de la religion musulmane en mettant à sa tête des gens dont la seule légitimité est le renseignement. Et déjà à l'époque, on savait qu'on peut dénoncer l'intégrisme, le fondamentalisme, le radicalisme à longueur de semaine, tout en étant inculte et corrompu. C'est évident. Allô? Oui, je vous entends. Oui. Je vous entends. Voilà. Donc, sur le plan purement musulman, ça a été une politique néfaste, puisque ça fait la promotion de gens qui n'ont pas de légitimité religieuse, et encore moins du point de vue du savoir, mais parce que et ça concerne à la fois les officines des pays du Maghreb ou des pétromonarchies qui gèrent l'islam en France,
quand on s'aperçoit, quand on découvre les salaires faramineux versés à des gens incultes, beaucoup de fidèles apolitiques, qui sont pas très curieux, qui sont très indulgents, se sont mis à s'interroger pourquoi des salaires aussi faramineux pour des gens aussi incultes. Et ben la réponse était très simple, on rémunère leur activité de renseignement et de mouchardage et de l'entretien de la suspicion à l'intérieur même des salles de prière où on vient pour se mettre entre les mains de Dieu, on se fie à Dieu, on abandonne toute l'agitation de la cité à l'extérieur, de la politique, du commerce, etc. pour se ressourcer. Monsieur Selam, cette rémunération est déclarée? Oui, il y a des grandes mosquées ou des grandes organisations qui, oui. Ça permet à ces gens-là d'être riches d'une manière rapide et en même temps, comment dirais-je, non méritée, d'après ce que vous venez d'expliquer. Il y a plusieurs, il y a des instances qui dépendent d'État, des dépensiers, etc., dont les salaires sont connus, dont les budgets sont connus, mais il y a ce que Bruno Etienne a appelé les entrepreneurs dits indépendants, mais dont l'indépendance ne dure pas très longtemps. Je pense à l'ancien imam recteur de la mosquée du 19e arrondissement. C'est le seul qui s'est octroyé le titre d'imam recteur. Parce que ailleurs, c'est le recteur, entre guillemets, qui est en général quelqu'un d'inculte, qui a mémorisé quelques versets du Coran et qui apprend à parler aux sous-préfets, aux autorités locales, qui donne des ordres à l'imam, qui, lui, connaît le Coran. Mais les imams, c'est les dernières roues de la charrette. On a la mosquée de Lyon, là, qui a projeté un film sur l'imam, celui qui se met en avant, etc. C'est un film très trompeur qui dissimule la marginalisation des véritables imams, qui ont le savoir religieux authentique, mais avant de prendre la parole dans une réunion, il regarde le président de son association qui lui fait signe de s'écraser ou de dire quelques mots islamiquement corrects, qui ne sortent pas du cadre tracé par ces messieurs. Et ces messieurs qui touchent un salaire pharaoneux, si je bien souviens. Oui, on peut parler de l'imam recteur, parce qu'il a été débouté. Et c'est une honte pour tous les médias communautaires. Ils n'en ont jamais parlé, alors qu'ils avaient le jugement. Je pense à la radio qui s'appelait Radio France Maghreb. J'ai personnellement envoyé le jugement à son directeur, qui se flatté de couvrir tout le territoire de l'Hexagone, etc. Il n'a jamais voulu en parler. Et il a fallu Mediapart. Et qu'est-ce qu'il dit ce jugement-là? Qu'est-ce qu'il dit ce jugement-là? Puisqu'on sommes à l'antenne, c'est l'occasion samedi d'en parler. La mosquée dite de Stalingrad du 19e arrondissement, du point de vue superficie, était une des plus grandes de France. D'accord. Ça appartenait, c'est des entrepôts d'un marchand, d'un grossiste de tissus qui s'appelait Bouchara, qui leur a vendu à la fin des années 70. Et puis après, le responsable qui régentait toute cette mosquée avait un bon niveau. Il était inscrit pour une thèse qui n'a jamais terminé parce que les thèses pour quelqu'un qui va en Orient, qui est reçu par les émirs, etc., qui reçoit de l'argent, il se met à mépriser les chercheurs qui perdent leur temps dans les bibliothèques. Lui, avec un bagou, il obtient 3 fois plus qu'un maître de conférence, qui s'est ruiné la santé pour soutenir sa thèse, candidater, préparer ses cours. Lui, non, un bagou islamique lui rapporte tout ce prestige, toute cette légitimité factice. Et à un moment, il a dit, il faut avoir une vraie mosquée avec une coupole, avec un minaret. Il a rasé et il a dit qu'il avait 18 millions d'euros collectés à droite et à gauche. Donc, ils ont commencé à creuser les fondations. Dès qu'ils sont arrivés, sont sortis du sol, le chantier était arrêté. Et les responsables de l'association, qui avaient un véritable culte de la personnalité pour ce monsieur-là. Et ils commencent, le premier vendredi, ils lui disent pourquoi le chantier est arrêté, il répond pas. Deuxième vendredi, oui, mais le chantier est arrêté. Le troisième vendredi, il reçoit un recommandé qui lui annonce qu'il n'est plus membre de l'association. Il exclut les gens
qui pose des questions embarrassantes. Après, il a dit, il a déclaré qu'il avait 18 millions d'euros. Quand il a daigné répondre aux interpellations, il a dit, nous n'avons plus d'argent. Or, la mosquée n'était pas encore construite, il n'y a pas d'argent. Où est passé l'argent? Et alors, à ce moment-là, les gens qui vraiment étaient fascinés par lui, parce qu'il fait de bons khutbahs, il parlait sur une chaîne là, des Émirats, justement, ça nous renvoie ourdi dans les Émirats. On parle de la mosquée de Stalingrad, de la rue Stalingrad, à Paris. C'est ça, Dawa. Non, le métro Stalingrad, oui. C'est la rue Tanger. 39 rue Tanger. 39 rue Tanger, d'accord. Oui. Parce que je connais pas, sincèrement, je connais pas. C'est juste pour rapprocher un petit peu les gens de... Eh ben, c'était un habitué des colloques organisés à la Grande Mosquée de Lyon. D'accord. Il était intéressant parce qu'il amenait avec lui des acteurs de l'islam, des pétromonarchies qui venaient de Dubaï, etc. Parce que les invitations dans ces colloques ne sont jamais innocentes. On convoite des contreparties, des retours d'épices. Et il était un des invités de marque à la mosquée de Lyon. Et une fois, il a vu, moi je n'ai jamais eu de conflit avec lui, ce monsieur. Mais une fois il a dit, si vous voulez que je vienne, il faut pas inviter un tel en parlant de moi. Eh ben. Alors il me reprochait de lire les journaux, c'est tout. Et les journaux ont révélé à l'époque, moi je lis toujours Le Parisien quand je suis à Paris, je lis plus Le Monde. Le Parisien a annoncé dans la page des annonces légales que il avait créé une société commerciale basée à la mosquée dont il détenait la moitié des parts, lui, à titre personnel, lui qui n'a jamais eu une fiche de paye en France. Et les autres parts étaient détenues par l'association de la mosquée. D'accord, elle devient sharik, elle devient associée avec la mosquée. C'est ça, oui. Et puis le commerce à la mosquée, ça pose un problème. Ghazali dit, le grand Abu Hamid al-Ghazali, وَالتِّجَارَةُ بِالْمَسْجِدِ عَلَى الدَّوَامِ مُنْكَرٌ مَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهِيَّةِ. Parce que ça introduit, c'est-à-dire dans le commerce, il y a un peu de ruse. Là, on cherche à vendre. Il n'y a pas que le cas, d'après les renseignements que j'ai, hein, ça c'est facile à le commerce à investi, c'est un petit peu partout. Hein. Il y a des mosquées, on trouve des shish kebab dedans hein, maintenant. Hein. On trouve des commerces de proximité à l'intérieur de la mosquée. Non, peut-être que Chérif Lounès a dû en parler là, de son expérience là, à Aix-en-Provence, quand il a eu un don pour ouvrir une mosquée. Les dons viennent de tous les 20 ans. Donc il a ouvert une boucherie à côté de la mosquée pour financer la mosquée. Or lui, il a nommé un gérant de la mosquée qui s'est autoproclamé propriétaire de la boucherie. Et c'est un débris de l'ancienne amicale des Algériens qui était contre les mosquées. Et quand on leur a supprimé les budgets, au début du pluralisme en Algérie, le FLN est devenu un parti comme les autres. Eh ben, ils se sont précipités pour la vente halal, les pèlerinages, les à côté financiers de la vie religieuse. Donc, ça peut se comprendre là pour assurer des recettes, mais dans la transparence la plus totale. Mais dans le cas de la rue Tanger, c'était très choquant parce que, et ce qui est encore plus choquant, c'est le passage du capital social de 40 000 francs, c'était du temps du franc, donc 4 millions de centimes, à 4 millions, c'est-à-dire 400 millions, plié par 100. Or, cette annonce, elle sortait tellement de l'ordinaire que le Parisien l'a choisie pour la publier. Parce qu'il a accès aux documents du tribunal du commerce. Bien sûr. Or, moi, il m'en voulait parce qu'il sait que je lis les journaux. Or, ses admirateurs, il leur a interdit de me voir pour éviter que je leur parle de cette augmentation spectaculaire du capital social. Bon, alors, mais l'année d'après, quand il a voulu m'évincer, il a exigé que je ne vienne pas. Alors que moi, je connais le recteur de la mosquée de Lyon depuis très longtemps. Il m'invite,
Oui. Mais Rotan, heureusement pour lui et pour l'islam, il n'a pas écouté ce bureaucrate qui voulait... mais l'année d'après, le procès a commencé. Le procès a commencé. C'est lui qui invoquait une fièvre diplomatique pour ne pas venir parce qu'il n'avait plus de quoi répondre, parce qu'il était très loquace, il citait beaucoup de versets, de hadiths et tout, les gens le prenaient pour le summum de la piété et du savoir. Et l'année d'après, donc moins d'1 an avant sa tentative de m'évincer du colloque, c'est lui qui s'est excusé parce que la presse a commencé à ébruiter le procès et ce qui lui était reproché. Et depuis, il se montre plus dans les colloques. Or, ce type-là, ça a été révélé par les braves ouvriers qui pleuraient parce qu'ils étaient dans l'admiration pour lui, et puis ils découvrent qu'il voulait avoir un rythme de vie comparable à celui du recteur de la mosquée de Paris, qui avait une voiture de l'ambassade, lui, il voulait une voiture noire pour l'attendre à l'aéroport. C'était le mimétisme total. Il voulait avoir les mêmes privilèges que... Ambassadeur. Oui. Il voulait absolument ça, il l'a eu. Puisqu'il y a une décision de justice et puisque vous êtes concerné par rapport à cette affaire, est-ce que c'est possible de savoir son nom ou pas? C'est à vous de voir. Je vous oblige pas. Il s'appelle Larbi Kashat. C'est Larbi, le frère Larbi. On allait veiller avec lui pendant le Tarawih. On préférait sa mosquée à toutes les autres, etc., quand on le croyait dans le droit chemin. Donc, c'est pas un inconnu. Et donc, il y a une relation, d'après ce que j'ai bien compris, avec les Émirats Arabes Unis. Ah oui. Il animait une émission dans le Shariqa, je crois, avec sous la protection d'un professeur égyptien très très loquace qui connaît bien la religion, mais qui l'a introduit dans ces milieux. Et c'est ce qui lui a permis d'atteindre jusqu'à 18 millions. Moi, j'invente pas, parce qu'il y a eu un documentaire qui s'appelait Mosquée de Paris au pluriel. Donc lui, il déclare qu'il a eu jusqu'à 18 millions, mais il reprochait à la communauté de ne donner que les pièces jaunes. Il était pratiquement méprisant pour les ouvriers qui étaient au RSA, etc. Il voulait qu'ils financent son train de vie. Et malheureusement, il n'est pas le seul. On a des espèces de permanents de l'islam qui ont constitué une nomenclatura islamique qui vit au crochet d'une communauté sinistrée par le chômage, par les difficultés économiques, les fermetures d'usines, etc. Et eux, ils veulent vivre comme les émirs qui les reçoivent en Orient. Et lui, bon, c'est le côté financier qui a le plus choqué, mais il y a un volet sécuritaire aussi. Avec l'Algérie. Avec l'Algérie, un ancien officier qui était le guide de l'islam en France, juste avant le scandale de l'arrêt du chantier, l'invité dans un grand palace à Alger où lui il coûte 300 €. Bon, lui, il trouvait le moyen de passer 15 jours, etc., aux frais des caisses noires de ses officines. Et on s'est aperçu que cette officine a découvert la filière des djihadistes qui vont en Syrie avant les services français. Et parce que lui, il avait une relation avec le centre islamique de Aachen, Aix-la-Chapelle, qui était dirigé par Issam al-Attar, un type très respectable, un ancien député, un frère musulman de Syrie qui était exilé. Je ne sais pas s'il vit encore, je lui souhaite longue vie, mais les services syriens avaient assassiné sa femme. Or, cette officine algérienne s'intéressait à la filière des jeunes qui partent en Syrie avant même la crise syrienne. Et c'est à ce titre qu'il était devenu leur invité de marque là-bas pour qu'il les renseigne sur cette filière. Et là, moi, je n'ai pas de conclusion définitive, mais ce compagnonnage avec cette officine d'Alger autorise qu'on pose la question, est-ce que les 18 millions qui ont disparu ont pour origine la promesse faite par cette officine de nommer ce imam recteur à la grande mosquée de Paris. Oula. Ils lui ont dit c'est pas la peine de construire une nouvelle mosquée, le recteur de la mosquée de Paris est
est en mauvaise santé, il est âgé, il va partir. Donc il faut patienter jusqu'à ce que tu sois nommé. Donc pour expliquer le mystère des 18 millions d'euros, il est permis de s'interroger sur les conséquences et la contrepartie de ces promesses de le nommer à une mosquée construite par l'IOT. Il n'a pas besoin d'autres dômes, d'autres minarets. C'est une simple hypothèse. On a le droit d'émettre des hypothèses. Mais moi, je ne suis pas affirmatif. Bien entendu. Tout à l'heure, j'avais comme premier intervenant, M. Gilles Panot, qui est eurodéputé de Lille, Parti socialiste. Et je lui ai posé la question, en parlant toujours de ces lieux de culte, donc juste pour qu'il y ait une connexion par rapport à la discussion. Et on a parlé d'un lieu de culte à Avicenne. Et il m'a dit, celui qui était géré par M. Mohamed El-Bouchari, il m'a dit, il est fermé. Il est fermé pendant un certain temps. Ça fait plusieurs années qu'il est fermé. Non, il a été fermé pour de bon. C'est ce qui a obligé Béchari à essayer de délocaliser à Tourcoing, où, d'après les informations avérées, publiées même, il aurait eu 950 000 euros des Saoudiens pour acheter un autre immeuble. Mais Darmanin, l'actuel ministre des Comptes publics, maire de Tourcoing, l'a empêché de l'ouvrir. Sans doute parce qu'il est renseigné sur les plans préparés dans les Émirats pour cette OPA sur l'islam en Europe. Sauf que cette OPA, comme vous venez de le citer, sur l'islam en Europe, au départ, c'était le Conseil des minorités musulmanes en Europe. L'appellation a changé, d'après ce que j'ai pu savoir, par la pression de l'Égypte, parce que de l'Azhar. Et l'appellation, il devient le Conseil mondial des communautés musulmanes. C'est ça. C'est comme le Jamaat Dawa libyenne, dont Béchari avait été un des interlocuteurs privilégiés et bien rémunéré. Là aussi, on a des chiffres. On a changé l'intitulé, ce n'est plus la Dawa, c'est le Riyad al-Alamiya al-Islamiyya, la direction islamique mondiale. Et ça traduit la volonté de leadership au nom de l'islam pour des États qui ne sont pas des États de droit, qui se sentent à l'étroit dans leur petite superficie ou leur désert, comme dans le cas de la Libye. Et ils veulent jouer un rôle mondial au nom de l'islam. Et il y a toutes sortes de budgets. Dans le cadre de Béchari, Béchari, sa dernière visite à Tripoli, où on lui a demandé de faire venir une délégation d'imams, c'était juste avant le début du conflit. J'ai un ami, c'est un ancien officier de l'armée française, et il avait un rôle dans la direction de la confrérie Tijaniya. C'est lui qui a réconcilié la Tijaniya marocaine et la Tijaniya algérienne. Au moment de ce conflit enfantin. Et si on voulait vraiment organiser l'islam en France, on aurait dû penser à quelqu'un comme lui. Et par un des responsables de la Tijaniya libyenne, qui était colonel du renseignement, un des adjoints d'Abdallah Senoussi. Et ils l'ont invité, il est parti avec le groupe des imams amené par Béchari. Et lui, il savait pas qui c'était, il lui donnait des ordres, assieds-toi ici, ne bouge pas, etc. Et quand ils sont arrivés à l'aéroport de Tripoli, il y avait une voiture noire qui l'attendait à la descente de l'avion, sur le tarmac. Et quand ils ont vu que c'était le colonel qui venait le chercher, ils sont venus lui faire le baisement et se dépenser en excuses, pardon, etc. Et il se trouve invité par ce colonel chez lui, et il lui a dit la Dawa, c'est une branche des services de renseignement. C'est nous qui donnons des ordres, et les imams qui sont venus dans l'avion ne sont que des mouchards. Et surtout leur chef qui les a amenés. Il a montré son mépris, parce que le véritable officier de renseignement, il rémunère le mouchard, mais il le méprise. Ah, ça c'est sûr. Et lui, il a étalé son mépris devant ce responsable de la Tijanie. Ça c'est sûr. Comme vous l'avez bien dit, comme ils l'ont dit, le service secret algérien, qui trahira. Ça c'est sûr. Oui, quand il a proposé ses services,
Ouais. Au moment de la rupture définitive avec les services marocains, il voulait les narguer, et il voulait travailler. Mais qu'est-ce qu'il aurait apporté de plus parce que la boulimie de renseignement, c'est une maladie. C'est-à-dire, on a l'anecdote là d'entre un agent du KGB qui rencontre un officier de la CIA pour essayer de mettre au point leur relation tendue. Et l'officier de la CIA reconnaît que le type du KGB est plus fort que lui. Il lui a dit quelles sont les causes qui font que vous êtes mieux renseigné. Il lui a dit, nous lisons les journaux tous les jours. Et on écoute les radios aussi. Oui. Et notamment l'émission Arc-en-Ciel. Alors, juste pour information, ça tombe bien parce que là, il y a beaucoup d'écrits, hein, comme vous l'avez bien dit, il y a beaucoup d'écrits que je reçois moi aussi. Et il y a beaucoup de questions qui se posent j'aimerais bien si vous pouvez me donner une réponse directe parce que vous connaissez la personne. Est-ce que Mohamed El-Beshari est docteur ici en France? En France, jamais de la vie. Non, lui le seul doctorat dont il faisait état, il l'aurait obtenu en Égypte, de l'Azhar, donc en échange d'un travail qu'il a signé sur l'image de l'islam dans les médias européens, notamment les médias allemands, et il y a, paraît-il, un chapitre copieux sur l'image de l'islam en Allemagne, mais lui, il connaît pas un traître mot d'allemand. Déjà, son français est assez approximatif. Et donc, ce sont les Libyens et les intellos frères musulmans retournés à la suite des réunions secrètes au Tchad, là, où ils participaient pour retourner les frères musulmans à Vienne, à Budapest, etc., qui lui ont écrit ça, à la demande des Libyens. Bon, mais bon, il faut lui reconnaître une certaine intelligence. Il a compris ce qu'il y avait dans cette thèse-là. C'est-à-dire qu'il a parcouru. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris une partie. Parce qu'il y avait des émirs saoudiens qui payaient en général des maronites libanais. À l'époque, c'était 100 000 francs par thèse. Il lui rédigeait la totalité de la thèse. Il apprend par cœur l'exposé pour la soutenance. Après, il se souvient même pas du titre. Donc ça, c'est pas une nouveauté, là, mais à l'époque, ça a outré tous les chercheurs authentiques. Mais ce qui est dommage, c'est que on a introduit ces mœurs-là dans la vie musulmane à l'intérieur des salles de prière. C'est une véritable pollution de l'espace qui doit être celui de la propreté, de la pureté, de la sincérité. Oui. Non, parce que, juste une parenthèse, j'aimerais bien l'ouvrir parce que il y a un journaliste, ça, je crois, vous avez entendu parler, qui s'appelle M. Bachir Al-Himri, qui se trouve au Danemark, qui fait énormément d'écrits sur son dossier, qui est engagé, et je tiens à dire chapeau à ce monsieur, hein, parce que par rapport à son courage, et qui demande à travers ses écrits, si M. Mohamed El-Beshari est docteur, qu'il montre son doctorat. Sauf que ce monsieur, d'après le renseignement que je peux avoir, il subit des pressions venant d'un certain nombre d'institutions et même des personnes. Alors, à travers cette émission, certainement, on va inviter Bachir El-Himri pour qu'il nous explique cette pression parce qu'on ne peut pas accepter des choses pareilles et surtout venant des personnes qui n'ont rien à voir avec M. Mohamed El-Beshari, le concerné. Ça, c'est un message très fort, je le dis à qui de droit, parce que ça se fait pas un journaliste confirmé comme Bachir El-Himri se fait, qui reçoit une pression par des gens qui n'ont aucune compétence, hein, je connais quelques-uns, et qui essayent de mettre la pression sur lui. Hors de question de qu'on ferme cette parenthèse sans dire bravo à M. Bachir El-Himri par rapport à son travail. Il a le bienvenu dans l'émission Arc-en-Ciel pour parler sur ces gens-là et leurs institutions pour que les choses soient claires, parce qu'il n'y a que la vérité qui prime, M. Sallam Sadaqa, donc il faut dire... On est solidaire avec lui, on l'incite à résister à ces intimidations et on l'incite à prendre contact avec les communautés des autres pays européens. On a une opinion musulmane européenne. Les Israéliens sont les premiers à avoir découvert le poids de cette communauté parce qu'elle a de l'influence, y compris sur les communautés juives qui deviennent, dans certains membres, deviennent de moins en moins sionistes au point de rompre avec le sionisme et aller manifester contre l'agressivité israélienne. Or, l'islam en Europe, c'est une force, mais complètement émiettée, complètement mise sous cloche et privée de parole. Il y a une opinion musulmane qui existe, qui juge tout ça, mais en silence,
parce qu'on l'a intimidé. Vous savez, on peut citer un des zaïms de l'OIF, là, quand ils ont été réhabilités par Sarkozy, parce que moi j'ai entendu sur une radio libre catholique, un journaliste qui a révélé ce que lui a dit Sarkozy. Sarkozy, il tutoyait les journalistes, là, quand il était ministre de l'Intérieur, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire la promotion de l'UOIF, qui sont des frères musulmans, dangereux qui font du communautaire. Il a dit, vous comprenez absolument rien. Ça, je cite ce que j'ai entendu. Ce journaliste répéter l'explication. Il lui a dit, non, les fiches de mes services me disent que les frères musulmans sont toujours à droite. Et les UOIF, c'est des frères musulmans, donc ils vont voter pour moi. Ils vont pas voter pour les socialistes. Donc dès le début, là, Sarkozy est passé du sécuritaire à la pêche aux voix. Alors, un des chefs de l'OIF qui était grisé par cette convivialité dans le bureau du ministre, les rencontres avec le CRIF, là pour le coup, moi je vais citer Fouad Alaoui, qui était secrétaire général de l'UOIF. Il rencontre le CRIF et il fait venir les journalistes. Et le CRIF a dit, nous avons accepté de rencontrer Fouad Alaoui en posant comme condition, on va parler de tout, sauf de la cause palestinienne. Et M. Fouad Alaoui accepte. Et c'était Sarkozy qui, pour lever l'hypothèque frères musulmans concernant le OIF, il a dit, je vais les mettre en contact avec le CRIF, ça va les blanchir. Et al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. L'appartenance aux frères musulmans considérée comme une sayyi'a. Et le fait d'aller se réhabiliter en parlant avec le CRIF et en s'écrasant, en s'auto-censurant concernant l'affaire palestinienne, je vois pas à quoi sert le dialogue avec le CRIF si on n'essaie pas de faire avancer la réflexion sur le conflit israélo-palestinien. Or, eux, ils ont accepté. Or, son collègue, qui avait été président de l'OIF, il s'est mis à jouer au rabatteur, là, parce que au début, les mosquées ne voulaient pas participer au premier vote du CFCM de 2003. D'ailleurs, quand le vote a eu lieu, il y avait moins de la moitié des mosquées qui se sont inscrites. Or, l'OIF s'est mis à transformer cette campagne électorale en campagne de recrutement pour elle. Il y a des mosquées qui étaient libres, construites par les fidèles localement. L'UOIF vient pour l'inauguration et ils leur disent vous dites que c'est une mosquée UOIF et on vous débrouille un billet première classe pour le pèlerinage avec un crochet au Koweït ou pour rapporter un peu d'argent. C'était ce qu'il y a à l'époque. La politique de l'UOIF, mais maintenant ils sont en difficulté. On a tendance à compatir, mais ils ont été, quand ils avaient tous les moyens, ils se sont pas comportés en démocrates, ni en démocrates musulmans. Or, ce type-là, il a été contacté le responsable intérimaire de Tablir, foi et pratique, dans le chef historique en France, qui était en prison en Tunisie, de Cherlamani. Or, l'autre lui a dit, non, nous sommes en laïcité, le ministère de l'Intérieur fait de la politique, nous on fait pas de politique. Parce que le Tablir a rapporté un réseau peut-être le plus nombreux de salles de prière en France. Et quand il l'a pas convaincu, il lui a dit, si tu n'acceptes pas, on va te mettre sur la liste des fondamentalistes et même des antisémites. Et c'est par cette intimidation qu'il a obligé à aller participer à ce vote. Donc c'est une mascarade. Et la première conclusion, c'est que les organisateurs de l'islam eux-mêmes, au début, ils avaient une bonne volonté, ils voulaient avoir un résultat, au moins pour Sarkozy, qu'il a mis dans son palmarès pour sa campagne électorale. Et Sarkozy a joué ce tour de force, c'est l'OIF citait le nom de Sarkozy à la prière du vendredi. Ils ont fait campagne pour lui. Mais à la fin, Sarkozy a ajouté le vote islamophobe au vote musulman. Pour ça qu'il a été élu. Après, il s'est mis à incriminer les musulmans, à les soupçonner, etc. Pour dire que le fait d'avoir des relations avec le ministère de l'Intérieur inspire une morgue, une prétention à ces types-là qui se mettent à intimider les autres musulmans. C'est ça que les organisateurs actuels du Bureau central des cultes, il faut qu'ils tiennent compte de cette réalité psychologique, qui est néfaste.
Un musulman qui n'a pas mis... maintenant, on a tendance à juger de la qualité des musulmans en les choisissant parmi les gens qui n'ont jamais mis les pieds au ministère de l'Intérieur. Parce que il y a une sorte de perversion qui est introduite par la superbe et la prétention, la mégalomanie inspirée par les contacts réguliers avec des administrations laïques qui font leur travail. Et le sécuritaire, le souci sécuritaire est tout à fait légitime puisqu'il y a un terrorisme mondial, mais ramener tout à ce sécuritaire, au mouchardage, à l'enrichissement illicite, secret, etc., c'est une manière d'avilir cette religion. En tout cas, juste pour information, M. Bachir Al-Himri, il est à Copenhague, hein, donc ce n'est pas une institution danoise, dont un qui travaille dans cette institution qui s'approchait de lui, c'est une institution de l'autre côté de la mer, et nous redirons encore une deuxième fois à M. Bachir Al-Himri, et la bienvenue dans cette émission pour en parler par rapport à cette institution, et la personne qui a osé lui parler et de lui mettre la pression sur lui pour qu'il arrête de parler par rapport à ce dossier qui touche M. Mohamed El-Bachari, et qui dit que, selon d'après M. El-Bachir Al-Himri, qu'il a des documents contre M. Mohamed El-Bachari, qui n'est pas docteur, et comme quoi il y avait beaucoup de malversations financières, hein, d'après ce qu'il écrit. Et j'aimerais bien tout simplement lui donner mon soutien à titre personnel. Et je tiens à vous remercier, M. Salem, de votre soutien par rapport à ce journaliste qui a osé relever ce défi contre ce monsieur. Voilà. Mais puisqu'il est au Danemark, il y a eu les caricatures danoises. Ben oui. Que Hollande et Sarkozy avaient défendues au nom de la liberté d'expression, aux dépens de la dignité des croyants. Alors, où sont les partisans de la liberté d'expression quand il s'agit d'intimider et de faire taire un journaliste ou un responsable communautaire? Où sont-ils, ces grands défenseurs, ces zélotes de la liberté d'expression? La liberté d'expression n'a d'importance que quand il s'agit de diffamer le prophète. Et quand il s'agit de... Parce que l'anticléricalisme, c'est quoi? Il y a une tradition anticléricaliste en France. On s'en prend aux membres du clergé. Moi, j'ai dit à l'époque du procès des caricatures danoises, l'anticléricalisme ne consiste pas à s'attaquer à l'honneur du prophète. Pourquoi ces gens-là n'ironisent pas sur le français massacré par les dirigeants de l'UOIF, qui jusqu'à maintenant ne maîtrisent pas le français? Et d'autres chefaillons de l'islam en France, leur médiocrité intellectuelle saute aux yeux à chaque fois qu'ils paraissent à la télévision. Et ces partisans de la liberté d'expression n'osent même pas le signaler, parce qu'on sait qu'il y a des responsables de grandes mosquées de la banlieue parisienne qui ont soudoyé des chroniqueurs religieux du monde par des cadeaux de l'artisanat marocain, etc. C'est pas la peine de citer des noms. L'artisanat marocain. Oui, tri de... Elle est pas mal celle-là. Oui. D'accord. Mais là, c'est une gangrène. Le Monde est un journal de référence. Oui. Qui fait la morale à la terre entière pour l'impartialité, mais deux de ces chroniqueurs religieux ont été soudoyés. Le deuxième par l'UOIF. Le deuxième qui voyait l'histoire de l'islam en France à travers l'histoire très récente de l'UOIF. Oui. Et l'histoire de l'islam à travers celle des frères musulmans. Parce que c'est un catholique pratiquant qui avait un complexe. Il a dû devenir ce que Emmanuel Todd appelle un catholaïque. C'est-à-dire quelqu'un qui se convertit à la laïcité et qui censure et qui refoule son sentiment religieux pour des raisons de carrière. Et quand il y a des militants qui assument leur identité religieuse clairement, ça suscite une sorte d'admiration, révulsion. Et lui, il est devenu d'ailleurs un des chroniqueurs religieux du monde. On l'appelait l'attaché de presse de Lustiger. Et l'autre, on l'a appelé l'attaché de presse de l'OIF. On a des cas où des articles de propagande d'attachés de presse. Le Monde a accepté des articles d'attachés de presse où il a sacrifié l'information neutre et impartiale au profit de la communication, parfois bien rémunérée, au moins en nature, sous forme de cadeaux de l'artisanat marocain, qui est un artisanat de grande qualité, mais qui devrait servir de meilleure cause que celle-là. Écoutez, message est clair. Hein. En termes de date, c'est quelle période? C'est la deuxième partie des années 90.
D'accord. D'accord. Donc, il est tout un passé noir, quoi qu'il arrive. Oui, non, mais là non, nous avons une opinion musulmane qui est intimidée. Nous avons des jeunes instruits, formés à l'école publique, française, laïque, qui apprend l'esprit critique, et on veut lui imposer une information sur l'islam dans un pays de démocratie digne des régimes à parti unique. Jusqu'à maintenant, on a un déficit d'information. Comme ce bureaucrate affairiste de Radio France Maghreb, qui refuse d'informer sur l'éviction de l'Al-Bekechat parce qu'il convoitait des retours d'épices. C'est des gens qui savent que ces mosquées ont de l'argent opaque, ils convoitent quelques miettes, et donc ils s'autocensurent. Il y a beaucoup d'autres informations que ces médias communautaires continuent à censurer, alors qu'ils ont 30 ans d'existence. Et pourquoi? Parce qu'il y a la course vers les financements. Il me reste 10 minutes. En gros, Monsieur Slem Sadaq, si vous permettez, il nous reste un dossier à développer rapidement, si c'est possible. On parle de ce nouveau acteur et on parle aussi de ce dernier discours de Monsieur le Président de la République, qui s'adresse à cet islam politique et qui veut mettre fin à cet islam politique, et qui vous avez pu, il y avait des réactions, donc des réactions à travers les médias. Il y avait la réaction de M. Anwar Kibibish par rapport à cette décision du président de la République, mais aussi, je crois, il y a une deuxième personne qui a réagi par rapport à cette décision et qui disent comme quoi c'est une décision qui vise juste l'islam et les musulmans, ça n'a rien, et qui confirme comme quoi nous n'avons pas un islam politique ici en France. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Je n'ai pas pour habitude de commenter à chaud la déclaration du président de la République. Là, écoutez, moi je parle de... Non, mais je vais quand même dire un mot. Moi je suis remonté à 30, 40 ans, donc ça relève de l'histoire du temps présent, où il faut un certain recul pour ne pas se tromper d'appréciation. C'est ça. Bon. Les gens qui ont réagi à la déclaration du président de la République ne sont pas des habitués du débat libre. Il y en a un parmi eux, c'est lui qui a intimidé le chef du Tablir qui refusait de participer à la première élection du CFC. Il a menacé de donner sa liste au CRIF comme antisémite. Parce qu'il s'est senti visé. Les gens qui ont réagi à la déclaration de Macron ont des relations directes et financières avec des filières de l'islam politique. C'est un fait historique. Et ils ont fait des choix qu'ils doivent assumer jusqu'au bout. Cette protestation, elle est d'une hypocrisie totale. Le président de la République française a raison de défendre les droits de la laïcité, c'est-à-dire dépolitiser les religions. La déclaration de Macron pose des problèmes aux gens qui se sentent coupables, qui se sentent pointés du doigt, parce qu'ils ont fait des choix et il faudrait qu'ils les assument. Maintenant, moi j'ai écrit pour élargir le champ sémantique de la formule islam. Le CFCM est un islam politique créé par l'État laïque. La preuve, c'est que Sarkozy a révélé qu'il avait des calculs électoralistes. Transformer les mosquées en officines de renseignement pose les mêmes problèmes que lorsqu'on les transforme les espaces de la mosquée en meetings électoraux, et on s'intéresse aux mosquées uniquement pour la pêche aux voix, quand on a constaté que le mouvement associatif laïque encouragé dans les années 80 a échoué lamentablement, et beaucoup d'hommes politiques venaient pour les iftars du Ramadan la veille des élections. C'est évident. Le seul endroit où les musulmans se rassemblaient, c'est pour un rendez-vous avec Dieu. C'est pas pour un ministre du Parti socialiste ou de l'UMP. Et donc, le CFCM lui-même est un exemple d'islam politique, mais créé par des laïcs qui n'ont que le mot laïcité à la bouche. Moi, je demande qu'à prendre au mot le président Macron. Il a tout à fait raison. Il est le garant de la laïcité. Donc, une politisation de la religion est contraire à la laïcité. Mais il faut élargir jusqu'au CFCM. Le CFCM est un échec parce que c'est un islam politique. Et policier, même. Vu les relations, quand on a
une poignée d'intrigants qui préparent les élections du mois de juin, qui font le tour des ambassades. Et ils nous parlent d'islam de France, c'est une hypocrisie totale. Ils préparent une nouvelle formule pour les cooptations du futur président. Et on sait très bien que quand il va à l'ambassade d'Algérie, à l'ambassade du Maroc, à l'ambassade de Turquie, son excellence qui le reçoit consulte l'officier traitant qui suit le dossier islam. Bien sûr. Oui. Donc, moi, bravo pour Macron, mais à condition de donner. Est-ce que c'est un signe fort pour, comme vous l'avez bien de citer actuellement, hein, donc cette histoire comme quoi le CFCM c'est un islam consulaire. Supposons qu'il suit ce raisonnement, Monsieur le Président. Est-ce que peut-on parler de la fin du CFCM? Non, le CFCM, on continuera. On a besoin d'un sigle de réunion médiatisée, de iftar, etc. De temps en temps, on y pense, mais le plus important, c'est ce qu'attend la communauté du CFCM, des musulmans. Or, c'est le dernier des soucis des hommes politiques. Et parce qu'il n'y a pas de débat islamo-musulman. On sera dans la vérité quand le CFCM acceptera d'affronter les objections des petites mosquées qui parfois sont obligées de faire des quêtes pour les grandes mosquées. Alors qu'on s'attendait à ce que l'organisation de l'islam conduise au flux inverse, c'est-à-dire les grandes mosquées qui aideraient les petites. C'est l'inverse qui s'est produit. On a Pasqua et Debré qui ont donné le contrôle de la taxe halal aux 3 mosquées les plus riches d'Europe, qui n'aident jamais les petites mosquées. Et les recettes du halal ne servent à tout sauf à financer le culte. Donc ça a été détourné. Et le CFCM a promis la charte du halal qu'on attend toujours depuis avant Moussaoui. Moussaoui, oui, on l'appelle. Moussa, non. Moussa, vous avez dit? Oh, il est meilleur celle-là. Vous avez dit Moussa, oui, c'est oui, oui. Très triste. On a besoin d'un peu d'humour, quand même. Bien entendu. Oui. C'est quand même, c'est une belle appellation à la fin de cette émission, quand même. Moussa, oui, mais, oui. Donc, ce n'est pas Moussa, oui, non, non. Donc, on a des dossiers épais qui méritent l'opinion musulmane, mérite le même respect que les autres opinions. Il faut mettre fin à ces boîtes noires que sont devenues les grandes mosquées, les grandes organisations islamiques. On est dans la mondialisation, on a l'information, les réseaux sociaux. Ce qui se passe en Algérie montre une volonté de démystification, de rupture avec les mensonges. Et il faut déclarer on a expérimenté toutes les formes de hayel. Peut-être que si on renonce au hayel, on avancera un peu mieux. Donc, éviter la ruse. Voilà. Ceci dit, moi, je n'en veux, je les considère tous comme des frères, et je laisse grandes ouvertes les voies de la rédemption et de la repentance. Ils étaient dans l'égarement, ces frères. Certains ont une sincérité, ils ont commencé comme des militants communautaires vraiment respectables, voire admirables, mais c'est l'argent qui leur a donné la grosse tête. Le tout sécuritaire qui a perverti l'espace des mosquées. Maintenant, les gens se méfient de leurs voisins parce que ils le soupçonnent, parce qu'il y a une douzaine de services de renseignement qui s'intéressent à ces pauvres fidèles uniquement parce qu'ils sont pratiquants. Donc, vous avez, chacun se méfie de l'autre, alors qu'avant, c'était la confiance totale. C'est ça. On dit à son voisin, après la fin de la prière, Taqabballah, on se serre la main, on prend un café, on échange le numéro de téléphone. On devient frère. Maintenant, c'est devenu presque impossible. Monsieur Sadiq Sallam, merci infiniment de cet éclairage. En arabe, je vais le dire, hein, par l'intermédiaire de ce mois sacré qui arrive. Hein, sera l'occasion pour eux de, comme vous l'avez bien cité, hein, de se repentir hein, et en même temps de revenir à Dieu et d'oublier un petit peu ce champ noir qui amène nulle part et n'amène qu'à des conséquences dramatiques, soit sur la personne, soit sur sa santé, soit sur sa progéniture. Monsieur Sadiq Sallam, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Arc-en-ciel.